personne n'a les mains propres dans ce dossier. Comment est-ce qu'on fait pour aller se plaindre quand vraisemblablement tout le monde partout fait la même chose? On ne peut pas être le premier à crier au loup quand on est un des loups. C'est pas politique de faire ça, on se base sur des faits techniques. Et ça, c'est extrêmement important. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est pas juste un problème de droits de l'homme. Tu peux pas te targuer d'être le pays des droits de l'homme et du fromage et en fait, à côté, espionner des alliés ou déployer en fait de la vidéosurveillance algorithmique dans les rues. Tous les gens qui disent on peut me pirater parce que rien à cacher, c'est comme s'ils disaient qu'ils n'ont pas besoin de la liberté d'expression parce qu'ils n'ont rien à dire. Sur papier, tu es bienvenu. En réalité, on ne veut pas de ta face. Enfin, juste viens pas, quoi. Quand vous recevez le message d'Apple, si vous avez un iPhone, vous disant coucou, il y a un souci, mettez votre téléphone en mode shutdown, enfin, c'est un choc qui est énorme. Bonsoir à tous et bienvenue à notre nouvelle émission, ce soir en partenariat avec Arfanglab. On va discuter de la threat intelligence et plus particulièrement quelle place pour la threat intelligence dans un monde fragmenté. Avec nous ce soir 4 experts qui vont répondre à mes questions mais également potentiellement aux vôtres. Mais dans un premier temps, on va les laisser se présenter et je vais donner la main à Yvan. Bonjour, donc moi je m'appelle Yvan Kwiatkowski, je suis chercheur en cybersécurité chez Arfanglab et je travaille sur l'analyse de la menace cyber et plus spécifiquement tout ce qui a trait aux campagnes qui sont liées aux attaquants sophistiqués, donc généralement connectés à des entités étatiques. Je suis dans le domaine depuis 7-8 ans maintenant. J'ai fait quelques conférences sur le domaine sur un peu les convergences entre éthique et cybersécurité, en particulier dans le domaine de la threat intelligence. Et je pense que ce soir, j'ai donné des opinions qui sont plutôt sur l'aspect technique du métier et les impacts que ça a ensuite au-delà de nos petits travaux sur ordinateur. Passionnant. Merci Yvan. Raina. Bonsoir, je m'appelle Raina Stamboliska, je suis la fondatrice et CEO de RS Stratégie, grand talent de créativité de ma part. Et je suis également spécialiste en cyber et en diplomatie numérique. Et par ailleurs, je sévis assez souvent en tant que Digital EU Ambassador pour la Commission européenne. Et je viens du monde de la recherche d'une part, mais surtout des relations internationales. Et donc j'ai passé un temps certain dans des zones de conflit et post-conflit à investiguer, étudier, déployer différents types de technologies, à voir ce qui marche et surtout ce qui ne marche pas et quelles sont en fait les lacunes qu'on peut avoir quand on traite des données, quand on déploie de la tech au sens très large, notamment auprès de populations déplacées ou vulnérables. Merci. Fabien. Bonsoir, Fabien Cosset, donc je suis le responsable CTI du CERT-Advance, Pure Player, société Pure Player européen. Donc j'interviens en tant qu'expert CTI, je fais ça depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et en effet, la CTI dans notre domaine, j'apporterai la vision sur comment on acquiert la connaissance de la menace et qu'est-ce qu'on en fait aussi, ce qui est extrêmement important. Et Aude. Bonsoir, Aude Géry, donc je suis chercheuse en droit international public sur les questions numériques, plus sécurité numérique à l'Institut français de géopolitique. Et il se trouve que j'ai fait ma thèse sur la prolifération des armes cyber avec des gros guillemets en droit international. Voilà, je continue à suivre toutes les questions diplomatiques en matière de sécurité du numérique, dont les questions sur justement la prolifération. Merci. Bon, je constate qu'on a quand même une table ronde avec des profils assez distincts, différents, donc c'est génial, on va pouvoir apporter différentes visions à cette thématique-là, donc hâte de commencer, je pense que le public également. Alors forcément, pour une thématique comme celle-ci, j'avais envie de commencer avec l'affaire Pegasus. Ça semble naturel, ça a éclaté en 2021, donc suite à un consortium médiatique qui a mis en avant le fait que cette arme cyber d'espionnage était en train notamment d'espionner pas mal de personnalités, soit des personnalités politiques, on pense notamment à Emmanuel Macron, des grands médias comme CNN ou France 24, également des diplomates. Donc moi, ma première question était de savoir déjà, qu'est-ce que vous en pensez depuis? Est-ce qu'on a un peu avancé sur ce type de technologie, ou notre vision en tout cas, sur cette technologie-là? Je pense que bon, d'abord, c'était pas nouveau et pour
à mon avis, toutes les personnes autour de la table ici ce soir, c'était pas une surprise en fait. Les rapports et les scandales sur NSO, ça existait déjà. Avant, il y avait eu Hacking Team, donc il n'y avait rien de nouveau. Par contre, il y a eu là une prise de conscience sur, surtout pour le public et le monde politique, sur l'ampleur du phénomène. Il y a quand même des chiffres assez importants qui ont été donnés, et sur le fait que, et je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est pas juste un problème de droits de l'homme. En fait, ça touche à la sécurité nationale, ça touche à la résilience des sociétés, aux démocraties, ça pose des enjeux démocratiques. Et donc, à partir du moment où on sort du prisme droits de l'homme, qui était souvent utilisé par la société civile et qui rencontrait un mur côté politique et privé, et bien tout d'un coup, on se rend compte qu'il est absolument urgent d'agir. Ce que font les États-Unis, entre autres, avec l'imposition de sanctions sur les fondateurs ou toute personne faisant du business avec certaines sociétés, etc. Toujours est-il que c'était assez drôle de le voir. Je crois que c'était en février de cette année où il y avait eu le grand événement où beaucoup de représentants, notamment étatiques, mais pas seulement, se sont rassemblés pour dire non aux logiciels espions de toutes sortes. Et en fait, parce qu'il n'y a pas, et je parle sous ton contrôle, mais il n'y a pas de véritable coopération internationale sur ces sujets-là, puisque justement chacun le perçoit différemment. Mais il y a eu, Google a sorti un rapport qui comptait plus de 40 sociétés commercialisant ce genre de logiciels, ce qui est très différent effectivement de ce qu'on connaissait d'il y a 10 ans, où il y avait Hacking Team, il y en avait 2-3, mais c'était pas un vrai business comme c'est le cas aujourd'hui. Mais surtout, ce qui était curieux et qui m'a fait marrer, c'est que l'une des sociétés qui est la base, on va dire, la mère nourricière de beaucoup de ces sociétés-là, qui est Israël, n'était pas présent à cette convention-là. Du coup, c'était, voilà, on verra bien ce que ça donne. Toujours est-il qu'effectivement, il faut, entre guillemets, dépasser le sujet droits de l'homme et se rendre compte de l'ampleur de la chose et que ça déborde largement sur plein d'autres sujets tels que la sécurité nationale, et qu'il faut effectivement avoir une coopération internationale parce que les sanctions, c'est insuffisant de par leur fonctionnement et du fait qu'ils sont énoncés par un pays donné. En fait, sur les sanctions, il y a effectivement différents types de sanctions qui ont été adoptées par les États-Unis, donc inscription d'un certain nombre d'entreprises du consortium Intellexa, NSO, Citrox, etc. sur l'entity list, donc qui réduit la capacité de ces entreprises à commercer avec des entreprises américaines, et des sanctions financières contre des personnes morales et physiques de ces mêmes entreprises. Et enfin, une politique en matière de restriction de visa. Mais en fait, ces entreprises, ces sanctions, je veux dire, on a du mal à évaluer quel est leur impact. Il y a eu des rapports post-sanctions qui montraient que Intellexa avait restructuré une partie de son infrastructure de Predator. Maintenant, on voit potentiellement qu'il y a un effet sur le cas d'une entreprise canadienne, la société mère est canadienne, qui s'appelle Sandvine, qui a annoncé début septembre, 18 ou 19 septembre, qu'ils avaient quitté 32 pays et ils allaient quitter 24 pays d'ici mars-juin 2025. Et surtout, ils allaient commencer à faire un peu de due diligence sur leurs clients. Donc là, ça fait sourire. Mais en tout cas, ça montre quand même une volonté, un potentiel effet de certaines sanctions. Mais les sanctions, elles sont limitées en termes de personnes, de sociétés. Et puis, derrière, il y a quand même eu un certain nombre d'autres réactions. On peut penser l'administration Biden qui adopte un ordre exécutif qui implique une revue des capacités et des procédures d'acquisition et d'usage des logiciels espions. Mais ça ne s'applique qu'au gouvernement fédéral et uniquement aux produits finis, donc aux logiciels espions et pas aux briques technologiques qui permettent de développer ces outils. On a des affaires judiciaires qui sont en cours, mais ça prend du temps. Il y a quand même une pression des gouvernements pour faire échouer ces affaires judiciaires. On a des problèmes d'immunité de juridiction. Quand vous êtes un dissident au Royaume-Uni et que vous voulez, vous pouvez porter plainte contre l'État du Bahreïn. C'est un peu compliqué, même si les tribunaux britanniques vont loin là-dessus. Donc il y a un certain nombre d'initiatives. Et effectivement, l'initiative dont parlait Raina Palmal, qui est une tentative de la France et du Royaume-Uni d'avoir
une approche globale et une discussion globale sur le sujet de la prolifération. On verra ce que ça donne, mais le fait est que c'est la première de la sorte. Donc, j'ai envie de dire, il faut essayer de donner sa chance à ce type d'initiative. Et en fait, une des difficultés que la France et le Royaume-Uni ont rencontrées, c'est de réussir à convaincre les États de venir autour de la table et que ça n'était pas qu'une question de droits de l'homme et qu'il fallait s'attaquer aux soucis. Et en fait, se dire que ce travail qu'il faut réussir à aller convaincre, qu'il faut prendre son bâton de pèlerin pour aller convaincre un État que, bah ouais, non, il faut quand même s'en occuper de cette question, enfin, c'est quand même assez inquiétant, quoi. Ouais. Ouais, il faut bien réaliser que c'est des consensus qui sont extrêmement difficiles à trouver, à la fois en interne, parce que tout État va avoir dans son oreillette des forces de sécurité qui vont leur dire que non, en fait, ils ont besoin de ce type d'outils pour pouvoir faire leur travail. Quand bien même ce consensus interne, il serait atteignable, ce qui n'est pas donné, le consensus international, il est très compliqué aussi à obtenir. C'est-à-dire que si jamais on veut mettre autour de la table des pays comme les pays européens, les États-Unis, la Chine, la Russie, bon, faut être conscient du fait qu'actuellement, l'état de la géopolitique ne prête pas forcément à des consensus faciles. Vas-y, je t'en prie. Mais ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis, au sommet pour la démocratie, dans le cadre du sommet pour la démocratie, ont lancé aussi une initiative de ce genre, avec la déclaration conjointe relative aux efforts pour lutter contre la prolifération des logiciels espions commerciaux. Je crois que c'est ça la version non là, en français du texte. Mais eux, ils sont dans une logique de club. Et c'est parfaitement assumé. C'est-à-dire que ça a commencé avec 10 États. Là, il y a eu quelques États, je crois 4 ou 5 États signataires qui ont rejoint. Mais ils assument l'idée que bah non, on ne va pas travailler et on ne va pas mettre tous les États, y compris Israël, n'est pas dans l'eau. Mais je crois que l'Allemagne n'est pas dans l'eau non plus. Donc les États-Unis font le choix d'abord d'avoir l'objet est très réduit, c'est le logiciel espion commercial. Et en plus, c'est une logique de club. Pas mal, c'est différent. C'est un objet qui est beaucoup plus large. Ça va jusqu'aux outils de sécurité qui pourraient être détournés de leur usage. Et en plus, l'idée, c'est d'essayer de réunir le plus de monde possible. Donc, on verra ce que ça donne. Mais je te redonne la parole après. Mais en fait, tu as vraiment une différence d'approche diplomatique. Parce que les US font la même chose avec leur initiative sur le rançongiciel. Et ce que je perçois, je pense qu'on va en reparler, mais on a en fait une démarche civilisationnelle dans toutes ces initiatives qui est, je reprends ton expression de faire un club, c'est on va parler de ces sujets-là avec des gens avec qui on estime qu'on peut pas passer nos vacances ensemble, mais en fait avec qui on estime qu'on est aligné. Et du coup, on n'ira pas chercher des pays, enfin des entités en tout cas, qui peuvent être un peu moins disants en termes de valeurs démocratiques, etc. etc. Oui, c'est ça. Je pense qu'effectivement, il y a certains pays, dont les États-Unis, qui ont fini par réaliser que trouver un consensus global, ça allait être une gageure et qui, probablement, ils n'y arriveraient pas et qu'ils ont préféré commencer avec un petit processus qui éventuellement pourrait faire tache d'huile à terme, plutôt qu'essayer de lancer une nouvelle initiative. Je sais qu'il y en a aux Nations Unies qui sont toujours en cours et qui, a priori, n'ont pas encore abouti. Et en faire une nouvelle, j'imagine qu'ils ont estimé que c'était pas nécessaire. Bon, voilà. Au-delà de ça, il faut réaliser qu'il y a aussi des logiques économiques à l'œuvre dans tout un tas de pays qui participent à ces initiatives et qui, en interne, peuvent avoir un certain nombre de sociétés qui produisent soit ces outils de manière complète, mais soit des petites briques qui sont réutilisées dans des solutions plus globales. Et c'est vraiment un jeu de Mikado, en fait, où potentiellement toucher un acteur, voire un type de composant, ça risque d'avoir des répercussions qui vont toucher des efforts diplomatiques, des efforts industriels ou même des coopérations internationales. Alors, je vais prendre juste un des commentaires que je suis en train de dire. Donc, Stéphane qui pose la question. Le sujet des deepfakes a été traité ici récemment. Si on y ajoute la désinformation permanente, comment opérer le tri dans les informations remontées, donc la threat intelligence, considérant qu'en face, il maîtrise également très bien ses canaux de communication, visibles ou non visibles? C'est la difficulté du travail, en fait. C'est du temps d'analyse. C'est aussi de la compréhension, comment fonctionnent ces différents outils qui sont utilisés pour le deepfake, bien évidemment. Mais aujourd'hui, c'est dans notre contexte aujourd'hui géopolitique, c'est un des sujets sur lesquels c'est compliqué de souvent... voilà, il y a du temps d'analyse, il y a du temps d'essayer de, comme on dit, trier un peu les patates, pour parler un peu plus vulgairement.
Mais c'est pas facile. Mais en effet, aujourd'hui, c'est des armes. C'est une arme cyber, le deepfake, pour pouvoir intensifier cette désinformation. Alors, on l'a vu un peu aussi avec les Jeux Olympiques. On a vu Tom Cruise qui a fait quelques vidéos, et vous en aviez déjà parlé. Mais voilà, donc concrètement, aujourd'hui, ça fait partie du paysage de la menace. Et ça le restera. Parce que la technologie va évoluer aussi dans ce sens-là, et il sera utilisé et à tout niveau. Là, on parlait en effet côté espionnage, mais la cybercriminalité l'utilise tout aussi bien, quoi. Alors, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Aude, quand je parlais notamment de Pegasus. Tu disais, autour de la table, finalement, ça n'a pas trop étonné les gens, ça on le savait très bien. Par contre, ça a peut-être sensibilisé le grand public qui se sont aperçus de quelque chose dont ils ne prenaient pas conscience. Donc, on a fait, justement, pour préparer cette table ronde, un sondage avec Arfang Lab, et on a posé la question, faut-il réduire la commercialisation de logiciels espions comme Pegasus? Donc, on voit qu'on a près de 1060 votants. On a 56% de oui, 20% de non et 24% de ça m'étonne. Donc, je veux bien avoir votre avis. Vous pensez... qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est assez, le 56%, 20, 24? C'est des chiffres qui vous étonnent ou pas du tout? Je pense qu'il y a... Ça me fait penser, en fait, à tous les usages de logiciels espions au sens très large. On n'est pas toujours en fait dans la situation de je vais être un allié franc-tireur et en fait j'aimerais bien savoir ce que fait le pays à côté qui me fait ami mais bon je veux être sûr, pour reprendre une expression qu'on utilise beaucoup et qui est attribuée soit à Lénine soit à d'autres personnes riantes comme ça, c'est la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc on a en fait une espèce de démarche, j'ai l'impression, et de permissivité, je te fais confiance, mais quand même. Ce qui m'interpelle, c'est plus cette partie-là, c'est que est-ce qu'on aurait eu les mêmes résultats si on avait posé la question de est-ce qu'on veut interdire les logiciels espions vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des conjoints et conjointes, etc. Parce que c'est là où en fait on passe dans un truc, vous avez beaucoup de gens qui vont vous dire non, pour la géopo, il faut qu'on ait en fait un avantage géopo, etc. Parce que franchement, c'est quand même dingue derrière. Enfin, on est quand même face pas que à des amis. Et dès que en fait on passe dans le domaine privé, intime, etc. Et là, il y a un truc qui est non, absolument pas. Et donc la question, c'est pourquoi on autoriserait, ou pire, oui, bien sûr. Donc du coup, la question, c'est comme tout outil, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qui le manipule, dans quel cadre, et puisqu'on est en train de parler de threat intel et plus largement de qu'est-ce qu'on fait avec la connaissance qu'on acquiert, à quel moment on la transforme en renseignement, et qui se sert de ce renseignement comme outil de prise de décision, elle est là la vraie question. Donc on déplace en fait le sujet de ok, je peux avoir des outils, etc., vers j'en fais quoi avec ces infos-là. Et donc tu vois, donc je vois bien la distinction dont tu parles. Moi, je l'ai eu, mais dans un contexte similaire, mais pas tout à fait. Je discutais avec un directeur de la sécurité physique, notamment suite à l'annonce des JO qu'on allait continuer à mettre en place donc, de la vidéosurveillance par IA, qui était normalement utilisée uniquement pendant les JO, mais finalement, on a décidé d'aller plus loin. On savait bien. Surprise. Non, écoute, faut faire confiance parfois, mais apparemment pas. Ou pas, d'ailleurs. Pas surprise. Et en fait, quand je discutais avec ce directeur de la sécurité et de sûreté, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, moi, d'un point de vue sûreté, c'est génial en termes d'outils, ça me permet de pouvoir identifier des menaces très rapidement. Donc, d'un point de vue professionnel, je trouve ça très efficace. En revanche, d'un point de vue personnel, citoyen, là, les questions se posent. C'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que quand il s'agit peut-être de concurrence, de travail, ça ne nous pose pas problème, mais dès que ça rentre dans l'espace privé, là, on pose la question. On s'interroge. Mais le sujet, si tu veux, c'est que c'est toujours à géométrie variable et que... On parlait tout à l'heure du sujet droit humain. Tu vois, à un moment donné, en fait, tu peux pas te targuer d'être le pays des droits de l'homme et du fromage et, en fait, à côté, espionner des alliés ou déployer, en fait, de la vidéosurveillance algorithmique dans les rues. Tu vois, d'autant plus que de ce que j'avais vu comme chiffre de mémoire sur
vidéoprotection par caméra sans IA derrière, le succès d'identification de coupables, donc dans des vols à l'étalage ou des choses comme ça, elle avoisine les 1%. Moi, j'appelle ça une marge d'erreur. Et on a aussi des sujets comme ça, et c'est pour ça qu'on est beaucoup à râler. On râle pas par esprit de contradiction et parce qu'on a que ça à faire. On râle parce qu'il n'y a pas de débat public et qu'on se retrouve en fait avec des sujets qui sont extrêmement complexes et qui touchent justement et qui créent des tensions, qui touchent à des enjeux qui en fait ont une grande friction entre eux, et où en fait on se dit ok, pour ce truc-là, si vous voulez vivre en sécurité, faut dire au revoir à vos droits fondamentaux. Mais on n'a jamais eu ce débat public-là en fait. Et je pense que par rapport au résultat du sondage, c'est pas qu'une question d'usage final. Derrière, il faut aussi comprendre ce qu'implique la commercialisation et donc l'usage de ces logiciels. Et je pense qu'on y viendra, c'est qu'il existe une prolifération par l'usage. Ces outils ne disparaissent pas une fois qu'ils sont utilisés, ou ils ne restent pas cantonnés à un cadre un système bien défini. Donc, l'utiliser parce que, je ne sais pas moi, à des fins de criminalité, ce qu'on appelle des usages légitimes, peut-être que c'est légitime, mais avec des conséquences qui sont telles que ça vient questionner la légitimité de l'emploi, et ce d'autant plus que les garde-fous démocratiques judiciaires sont quand même extrêmement limités, y compris dans nos démocraties occidentales. Ouais, je pense que pour trancher un peu cette histoire, il faut attaquer le sondage tel qu'il est fait. Dans le sens où déjà, à qui la question a été posée. Je pense qu'il y en a posé la question à des gens qui ont déjà été victimes de surveillance, que ce soit algorithmique ou par outils cyber. Le oui serait beaucoup plus loin. Voilà. Donc, il y a la question aussi de est-ce que la question des droits de l'homme, c'est une question démocratique? Dans le sens où si jamais tout le monde vote pour rétablir la peine de mort, est-ce qu'on le fait? Pas forcément, parce qu'il y a des choses sur lesquelles il y a des droits qui sont inaliénables, comme le droit à la vie privée, le droit à ne pas se faire guillotiner aussi. Et donc, peu importe quel va être le résultat de ce sondage à la fin. Si les gens qui disent oui ou qui disent non, finalement, ça ne change pas grand-chose. Mais la dernière chose, c'est la question, c'est pas vraiment est-ce qu'il faut interdire la commercialisation. On sait que la question d'interdiction, elle n'est même pas sur la table. La question, c'est plutôt de la régulation. On sait que ça va se produire, on sait que quand bien même il n'y aurait pas ces outils qui seraient commercialisés par des sociétés du domaine privé, les États continuent de fabriquer leurs propres outils. Et donc, la question, et ça reboucle un peu sur ce que tu disais, Raina, tout à l'heure, c'est pas vraiment de savoir ces outils, est-ce qu'ils ont le droit d'exister, est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'exister. Ils vont toujours exister. La question, c'est est-ce qu'en tant que société, on peut avoir une discussion, un débat sur dans quel cadre on considère que c'est OK de les utiliser, quels sont les garde-fous qui permettraient de s'apercevoir de potentiels abus, et si oui, quelles sont les conséquences. Voilà, pour moi, c'est ça les vrais enjeux. Pour rebondir sur ce que tu dis, moi je pense que ça va même plus loin que simplement le fait que c'est des personnes qui peut-être n'ont jamais été dans cette situation, parce que pour moi c'est un peu la même chose que les personnes qui vont te répondre « Ah tu sais, moi si je me fais hacker ou si on me surveille, c'est pas grave, je n'ai rien à cacher ». Cette phrase de « je n'ai rien à cacher », je pense qu'on est face aussi à des gens qui ne comprennent pas ce qu'on peut faire avec la donnée. Ouais, quand on ne comprend pas... Il y a une réponse d'Edward Snowden qui est parfaite pour ça. Tous les gens qui disent on peut me pirater parce que rien à cacher, c'est comme s'ils disaient qu'ils n'ont pas besoin de la liberté d'expression parce qu'ils n'ont rien à dire. Voilà. Et puis, aujourd'hui, on a quand même des témoignages de victimes, notamment de journalistes, d'activistes des droits de l'homme, etc., de personnes dans des situations de conflit qui ont vu leur téléphone, notamment, être infecté par Pegasus. Quand vous recevez le message d'Apple, si vous avez un iPhone, vous disant « Coucou, il y a un souci, mettez votre téléphone en mode shutdown », c'est un choc qui est énorme. Faut comprendre. Là, on se dit, c'est un peu... On a toute notre vie dans notre téléphone, ou une partie en tout cas. Donc le choc, il est monstrueux. Et aujourd'hui, il y a quand même des témoignages qui sont disponibles. Donc, faut les diffuser, il faut en parler. En fait, déjà, si la personne n'a rien caché, moi, je propose
tu nous aideras là-dessus. On prend l'intégralité de ses fiches de paie, la liste complète de ses ex et tout ça, on les affiche, il n'y a pas de souci. Parce que... Non, mais tu vois, en fait... Après, il y a un voilà, c'est parce que en fait, je te redonne la parole, parce que il y a un enjeu en fait. C'est pas parce que je veux avoir un jardin secret, je veux ma vie privée, je veux en fait être dépositaire de à qui je parle pas, que je fais des choses illégales. Et il y a tout le truc de j'ai rien à cacher parce que en fait moi je suis droit dans mes bottes, d'accord, mais en fait tu parles aussi avec, tu as aussi des interactions avec d'autres personnes et donc cet aspect-là tu peux pas en fait décider pour eux. C'était juste pour ajouter, en fait, il y a aussi, ça démontre une chose, c'est qu'il y a une nécessité de sensibilisation, en fait. Aujourd'hui, on a des reportages qui permettent en effet de mettre en évidence les gens qui ont été victimes, les journalistes ou diverses par Pegasus. Mais ça, pour les gens, ça reste encore loin. Mais s'il y a vraiment en fait une sensibilisation, et comme tu l'évoquais, en fait, si on prend des exemples concrets sur une personne lambda, je pense en effet que l'impact sera encore meilleur sur la population, quoi. Et ces exemples, il faut utiliser aussi des termes qui connus de tous. Connus de tous. C'est-à-dire que si on parle en termes de menaces cyber, je veux dire, ça ne parle mais à personne. Si on parle de, je sais pas moi, protection des sources des journalistes, si on parle de confidentialité des communications entre un avocat et son client, parce que ça aussi, on peut en parler, qu'une fois qu'on a Pegasus sur son téléphone, ça se passe, ou un autre logiciel, ça se passe comment la protection des communications. Si on parle, alors le droit à la vie privée, mais en détaillant un peu à la fois le côté protecteur et le côté droit à l'autodétermination de la personne, là ça devient concret. Et donc le discours, il doit quitter il faut abandonner ce discours purement technique pour aller vers un discours pour vulgariser en faisant référence à des choses et qui parlent à tout le monde. Et dans ça, puisque encore une fois, toi qui travailles notamment sur les acteurs étatiques, on oublie cette histoire de déséquilibre. En fait, moi face à mon employeur qui a des caméras au-dessus des portes des toilettes, moi qui reçois une notification sur mon iPhone que l'État et donc qui a le pouvoir qui en fait peut m'emprisonner, me torturer, tout ce qu'on veut. En fait, ce déséquilibre-là, il faut l'aborder aussi. C'est que c'est pas juste. J'ai pas envie que mon voisin sache ce que j'ai mangé. On a aussi un enjeu qui est de quels sont les garde-fous qui vont faire que je vais pouvoir en fait toujours exister et que ne pas permettre à quelqu'un de porter atteinte à mon intégrité physique et morale. Et ce truc-là, en fait, très rapidement, c'est de ça dont on parle quand on parle de droits fondamentaux, même si dans les droits fondamentaux, on peut avoir le droit à l'éducation, etc., donc des choses qui sont moins, disons, dramatiques, quoi. Mais on a ces enjeux-là qui se retrouvent de manière très forte dans les sujets d'espionnage, de collecte en fait d'informations à l'insu du plein gré des gens, etc., etc. Alors, pour passer à la prochaine question, on retrouve le code source de plus en plus de ransomware sur Internet, et notamment, je pense au botnet Mirai ou au groupe Shadow Broker qui avait mis à disposition en 2017 donc une liste d'outils informatiques offensifs de la NSA et accessoirement à proposer d'être payés mensuellement pour pouvoir les mettre à disposition. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une prolifération des armes cyber et quel est le rôle de l'État dans ces proliférations ? Alors, la prolifération, elle y est de plus en plus, c'est indéniable. Vous parliez de la partie ransomware. Aujourd'hui, en effet, ce qu'on appelle le ransomware as a service, c'est une vente ou une location plutôt à disposition de malware qui permet de faire le ransomware sur le dark web, mais aussi sur d'autres supports comme Telegram, qui aujourd'hui donnent la possibilité à des acteurs de les utiliser pour mener des campagnes d'attaque et notamment des fuites de données et d'exfiltration de données. Donc ça a pris de l'ampleur, mais ça a toujours existé et ça continuera à exister, il ne faut pas se voiler la face. Pour preuve, si on prend un exemple, parce qu'il y a une autre problématique qui ressort de ça, c'est souvent les attaques sous faux drapeau qui apparaissent à ce sujet. Je prends l'exemple de Logbit.
Logbit 2022, qui a eu son code source d'une de ses générations qui a été mis à disposition par un ancien développeur du groupe de ransomware. Aujourd'hui, il a été en libre accès, il est utilisé dans des attaques, mais qui peut faire paraître à du Logbit, mais potentiellement ce n'est pas du Logbit, c'est un autre acteur qui l'utilise pour cacher une autre campagne ou essayer de cacher un peu les pistes, de brouiller un peu les pistes. Et donc ce type de malware mis à disposition est récurrent, il restera. Ça, c'est extrêmement important. Vous évoquez en effet les différents cas qu'il y a pu rencontrer plutôt étatiques, des outils étatiques. Mais après, vu ce qu'on vient déjà de débattre, ça existera toujours. Donc il y aura toujours des implants, des exploits, des malwares plutôt étatiques qui seront développés. Il y aura toujours qui vont fuiter à un moment donné parce que pour X ou Y raison, et on se retrouvera dans ces cas de figure qu'on a déjà pu rencontrer en fait. Je pense qu'il y a, sur la question de la prolifération, j'ai l'impression qu'il y a un peu de confusion des fois parce que en fait, c'est une thématique qui est assez large et ça recouvre plein de capacités qui sont différentes et en fait pas toutes égales les unes avec les autres. Quand on parle par exemple d'un outil comme le botnet Mirai qui a été reproduit, à la fois c'est enquiquinant parce que ça a été réutilisé, redéveloppé, modifié et réutilisé, mais quelque part, même si ça a fait du dégât, développer quelque chose comme Mirai, je crois qu'il y a une interview dans je ne sais plus quelle, peut-être Vice ou Bloomberg, les développeurs c'était 3 lycéens ou 3 adolescents. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça me permet de dire ça? C'est que ça ait fuité, c'est pas cool, mais en même temps, c'était à la portée de beaucoup de gens de le refaire. Et donc, que ce soit disponible de manière assez large, c'est pas trop grave. Et il y a d'autres types de capacités qui sont, par exemple, notre WannaCry, notre Petya, qui eux ont été turbochargés par une fuite d'une vulnérabilité trouvée par vraisemblablement la NSA. Ça, pour le coup, c'est des développements qui ont coûté certainement des millions de dollars à développer, pour trouver cette faille, la stabiliser, la militariser, comme on dit des fois. Et ça, quand une capacité de ce type-là, elle fuite, c'est quelque chose qui est tout de suite beaucoup plus grave. Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive tout de suite, la catastrophe. Et WannaCry, NotPetya, c'est des incidents qui sont quand même sur un ordre de gravité, un ordre de grandeur qui est bien supérieur à ce que peut être Mirai. Et il y a aussi un autre type de prolifération qui n'est pas juste une vulnérabilité qui est procédée par un acteur et qui passe sur tous les autres acteurs. Il y a aussi la question de la prolifération de capacités. C'est-à-dire, par exemple, être capable de pirater n'importe quel téléphone, qui était jusqu'à présent, ou jusqu'à récemment, l'apanage de certains acteurs les plus sophistiqués, mais qui, ayant été développé par des sociétés privées, ensuite est revendu à des acteurs, étatiques ou pas étatiques d'ailleurs, qui seuls n'auraient jamais pu avoir cette capacité un jour. Voilà. Et donc là, on se retrouve à avoir une menace qui au début était quand même, elle était grave, mais elle était relativement localisée et possédée par des services dont on est en droit d'espérer, même s'il n'est pas trop fort, qu'ils allaient l'utiliser de manière uniquement raisonnable. Quand on se retrouve avec des outils de ce calibre qui ensuite sont revendus à tout un ensemble de pays plus ou moins démocratiques, là tout de suite ils sont effectivement un peu partout et on sait que à moyen terme le contrôle de ces capacités et leur secret de fabrication ils vont être perdus à jamais. Et tu as mentionné un mot qui moi me fait réagir toujours parce que on a tous nos marottes, hein, qui est vulnérabilité et qui est un sujet dont j'estime qu'on on passe dessus comme si c'est bon, c'était géré. Et en fait, rien n'est géré du tout. C'est qu'on a... déjà, dans les organisations, quand on dit gestion de vulnérabilité, tout le monde fait pas. J'ai piscine, ou j'ai un bug bounty, ou j'ai un pentest, etc. Et en fait, on oublie que déjà, dans le traitement de vulnérabilité, il y a la trouver, et puis tout le truc derrière. Mais dès qu'on sort d'une organisation particulière et qu'on se retrouve dans la situation justement où on parle à des acteurs, on va dire, qui sont puissants, que ce soit des États ou non étatiques, mais qui ont quand même une envergure particulière, là, on rentre dans un déséquilibre encore plus saisissant et on se retrouve en fait avec une vraie industrialisation de la collecte de vulnérabilité de la part de certains États. Je citerai les États-Unis, mais aussi la Chine. Bientôt, c'est pas un État, mais l'Union européenne se rangera dans la catégorie des entités qui vont collecter des vulnérabilités de façon extrêmement forte, en tout cas intense, etc. Puisque dans différents textes réglementaires européens, on a notamment le Cyber Resilience Act, pour ne pas le citer, mais aussi NIS 2, on a en fait l'obligation de notifier des incidents cyber, mais aussi
des vulnérabilités dans le Cyber Resilience Act. Et en l'état, le texte qui vient d'être adopté dit si vous commercialisez un produit ou service avec des éléments numériques sur le marché unique européen, donc de la brosse à dents au système d'exploitation de mon téléphone par exemple, c'est très large, vous ne pouvez pas mettre sur le marché européen ce produit ou service qui a des vulnérabilités exploitables, je vais y arriver, et surtout, si vous en trouvez, vous êtes obligé de nous notifier en parallèle à l'autorité nationale, donc qui dans le cas de la France sera fort probablement l'ANSSI, ou le DGCCRF, on verra bien, ça va être drôle, et à l'autorité européenne, donc à l'ENISA. Et tout ça, en fait, ça part d'un... L'intention est excellente. Je veux dire, bien sûr, il faut savoir ce qui se passe pour savoir, en fait, quelles sont les approches des acteurs, des cyberméchants, des acteurs de malveillants, etc. Quelles sont les vulnérabilités qui sont susceptibles ou sont exploitées dans les différents secteurs d'activité. Enfin, tous ces trucs-là, c'est une super idée. Et tiens, on va les récupérer et on va communiquer dessus une fois que c'est fixé. Donc, on sait que les gens, entre-temps, aucun cyberméchant pourra, de notre fait, exploiter ça. Ouais, sauf que les Chinois ont fait ça en 2021, à l'été 2021. Donc, ils ont une loi qui, en fait, oblige tous les équipementiers de réseaux et autres, genre Huawei et ZTE, pour ne pas les citer parmi les plus notables, à remonter des vulnérabilités directement au ministère de l'Information, etc. Et donc, tant que ces vulnérabilités-là ne sont pas corrigées, il n'y a aucune communication qui est faite, ni vers les partenaires, ni vers les clients. Donc, sur le papier, ça a l'air super, hein. On fait en sorte de protéger les gens. Dans la vraie vie des vrais gens, c'est un peu plus délicat, parce que qu'est-ce qui me garantit que cette entité va pas se servir de ça, notamment étant donné la porosité très forte de plus en plus chez beaucoup d'acteurs étatiques et supra-étatiques entre le renseignement et la cyber. Mais aussi, qu'est-ce qui me garantit, comme dans le cas de Shadow Brokers, que ces gens-là vont pas se faire poncer de main, et donc qu'on se retrouve avec un arsenal de vulnérabilités dans la nature, et surtout... quels moyens on a, toujours cette histoire de garde-fou, quels moyens nous avons, en tant qu'écosystème, en tant qu'individu, en tant que ce qu'on veut, en tant que Parlement, si on veut, quels moyens avons-nous de faire rendre des comptes sur ces sujets-là. À l'heure actuelle, il n'y a que les US qui ont un dispositif qui est à leur discrétion, ou en fait, qui s'appelle le Vulnerability Equity Policy, et en fait... de temps en temps, si nos agences trouvent des vulnes, on peut décider d'en parler de manière publique. Mais c'est eux qui décident. Mais nous, on n'a même pas cette conversation-là. En fait, c'est même pas arrivé. Et j'entends les crispations de beaucoup de gens, parce que on est plusieurs à essayer d'amener cette question-là depuis des années. Et en fait, j'entends tout le monde qui se rigidifie en mode « Ah non, 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 ça c'est... il n'y a rien à voir, circuler. » Donc voilà, on a tous ces sujets-là qui viennent nourrir, en fait, tout ce qu'on se dit jusque-là. Et c'est pour ça que, pour faire le lien avec un peu les deux sujets, il y a... Sur la disponibilité, il y a effectivement ces modes de prolifération verticaux et horizontaux qui ont été décrits, mais ensuite, cette prolifération, elle fonctionne en raison d'un écosystème. Un écosystème aussi financier. Derrière, il y a des investisseurs. Donc ça veut dire qu'il y a des boîtes qui font de l'investissement dans ce type d'entreprise, ou alors il y a effectivement ce qui a été décrit d'acteurs qui vont collecter des vulnérabilités, enfin en chercher, en collecter, éventuellement développer de quoi les exploiter. Donc c'est pas juste l'État,
même si l'État, là, a une responsabilité, je dirais, à la fois directe et indirecte dans la prolifération. Directe quand, quelque part, il va utiliser un outil qui ensuite va être, dont certains acteurs vont s'inspirer, etc. Indirect, on peut essayer de dire indirect dans le cas de WannaCry, NotPetya, mais cette responsabilité, elle est à 3 niveaux. Elle est à un niveau opérationnel, ce dont on parlait, elle est à un niveau politique, parce qu'il y a un moment, l'État doit quand même rendre des comptes à ses citoyens, même si on peut largement discuter, ça a été évoqué, du contrôle de l'action gouvernementale, y compris en France, sur ces questions-là. Et puis après, il y a la question de la responsabilité juridique, on va dire, de l'État. Mais ça, c'est presque à la fin. Déjà, intéressons-nous à la responsabilité opérationnelle et politique, qui va nécessiter à la fois d'avoir des mécanismes en place sur l'usage, sur l'acquisition, mais aussi quel contrôle on met en termes d'exportation, j'ai lâché le mot, quelle politique en matière d'acquisition, je l'ai dit, comment on réagit quand on apprend qu'on a des citoyens sur son territoire qui ont été visés par un État étranger, et que ça reste un truc où il n'y a aucune réaction de la part ou quasiment nulle de la part des autorités étatiques, que le président de la République, les ministres sont touchés, et qu'alors là, je sais pas, on dit rien aux citoyens. Enfin, c'est, d'un point de vue démocratique, en fait, c'est hyper inquiétant. C'est embêtant, mais en même temps, il faut bien réaliser que personne n'a les mains propres dans ce dossier. Et comment est-ce qu'on fait pour aller se plaindre quand vraisemblablement tout le monde partout fait la même chose? On ne peut pas être le premier à crier au loup quand on est un des loups. Alors justement, je vous donne un peu la température. Donc, je vois dans les commentaires, les sociétés démocratiques ne peuvent pas vivre sans ces outils, exemple chiffrement, déchiffrement durant la Seconde Guerre mondiale, mais elles pourraient en mourir si ces outils sont détournés. Il faut distinguer la collecte de masse, exemple échelon, de la surveillance de masse qui résulte de l'exploitation des données collectées. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au Cyber Resilience Act et justement à la divulgation des vulnérabilités, est-ce qu'il y a des enjeux, j'imagine que oui, mais on va en parler, est-ce qu'il y a des enjeux géopolitiques à la divulgation de vulnérabilités zero day lorsqu'on les fait remonter à des agences gouvernementales? C'est les mêmes que les vulnérabilités normales. Enfin, je veux dire, à partir du moment... C'est une donnée stratégique, non? Mais les vulnérabilités en général sont des données stratégiques. Zero day, first day, enfin on peut les nommer comme on veut, après on peut tergiverser sur... voilà. Mais tu peux très bien avoir des vulnérabilités connues qui sont chaînées. Ça, je pense qu'il y a des gens qui en ont vu et qui en voient, pas tous les jours, mais pas loin. Voilà, donc tu peux en fait avoir différents dispositifs, mais oui, à partir du moment où je sais que chez toi, la porte est ouverte, la fenêtre grande ouverte de partout et tout, que tes volets sont en carton ou en mousse, ce que tu veux, bah oui, en fait, après, tu peux avoir le meilleur système de sécurité. Hein. Mais, et on revient à cette question des moyens des acteurs étatiques ou, on va dire, de puissance similaire. En fait, vis-à-vis d'une petite boîte ou d'individus, le rapport de force, en fait, il est juste incommensurable. Et après, les écosystèmes de ces gens-là, ça devient encore pire. Et donc, on a un sujet où, effectivement, tu te retrouves avec... la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite, et puis tout le monde vit très bien tant que les deux se croisent pas, quoi. Je voudrais nuancer un tout petit peu ton propos, Reina, qui était... tu parlais du Vulnerability Equities Process aux États-Unis. Bon, l'idée derrière, c'est quoi? C'est quand ils sont mis au courant d'une vulnérabilité, ils ont une question qui est: est-ce qu'on a plus à gagner en la faisant corriger et en se protégeant nos systèmes, ou est-ce qu'on a plus à gagner en l'utilisant pour gagner du renseignement? Et si oui, combien de temps? Et donc, la question de toutes ces on va dire, initiatives qui consisteraient à obliger les gens à signaler des vulnérabilités au gouvernement, elles crispent énormément parce qu'on sait que le gouvernement, potentiellement, il va face à cette question et pas tellement sûr de comment est-ce qu'ils vont la résoudre, et surtout de manière un petit peu opaque. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est que techniquement, en tant que nous, chercheurs en cybersécurité, on est face à deux partenaires qui sont quelque part pas forcément dignes de confiance. Il y a les entreprises qui développent le logiciel d'un côté et les entités gouvernementales qui, elles, peuvent ou pas les utiliser. Et au final, l'inconvénient de signaler les vulnérabilités
à des entités gouvernementales type le CNVD en Chine, la NSA aux États-Unis, c'est effectivement peut-être qu'ils vont s'en servir. Mais l'avantage de le faire, c'est aussi qu'eux, ils ont les moyens de forcer les entreprises à corriger les vulnérabilités et éventuellement à communiquer dessus. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans cet écosystème, il y a aussi un ensemble de sociétés qui, quand elles sont au courant de ce type de faille de sécurité, tant qu'elles n'ont pas d'une clé de bras, elles n'ont pas de problème à finalement balayer ça sous le tapis. Et donc, quelque part, on se trouve dans une situation où on a deux choix qui ne sont pas bons et où il faut arriver à choisir quel est le moindre mal. Et à ce stade, je ne suis pas capable de dire lequel des deux serait ce moindre mal. Et c'est pour ça que dans la discussion sur l'écosystème de la prolifération, un acteur n'est quasiment jamais mentionné, sont ces entreprises qui développent des outils dont la sécurité est absolument pourrie. Et moi, je veux bien qu'on me dise, c'est compliqué, tu sais, au-delà de la sécurité. Mais aujourd'hui, nos sociétés, elles reposent sur vous. Donc, ça peut pas être compliqué. Enfin, si c'est compliqué, il va falloir trouver des solutions. Bizarrement, c'est toujours les mêmes. Hein. Et c'est toujours les mêmes. On ne donnera pas de nom. Mais ce que je veux dire, c'est que la discussion sur la prolifération, alors on peut parler d'interdiction du spyware ou de commercialisation de tout ce qu'on veut. Les États, c'est les méchants. NSO, c'est les méchants, tout ce qu'on veut. Enfin, on peut continuer à pointer du doigt tous ces acteurs en disant ils sont responsables de la prolifération, mais cette prolifération, elle fonctionne pourquoi ? C'est-à-dire qu'on revient à la base de la base. Et là, on pointe du doigt un autre type d'acteur. Mais cet acteur-là n'est jamais inclus, on va dire, comme objet dans la discussion sur la prolifération. À la limite, un acteur qui va pousser pour lutter contre la prolifération, mais pas comme cause du problème. Mais tu as même des problèmes structurels, parce que je reprends ce que tu disais sur faut faire une clé de bras pour que les gens corrigent. C'est même ça ne suffit pas parfois. C'est typiquement le CNVD, justement la base chinoise qui collecte ces vulnérabilités, qui est l'équivalent de la NVD américaine. En fait, c'est depuis 2022, depuis mars 2022 par exemple, ça s'est vachement tari en termes de ce qui est publié dessus. Parce que la condition pour publier dessus, c'est que ce soit corrigé. Et donc, soit c'est pas corrigé, auquel cas même le gouvernement chinois n'arrive pas à se faire entendre, et pourtant moi j'en ai très très peur. Heureusement qu'ils savent pas que j'existe. Soit, en fait, il y a autre chose qui se passe, et là on peut spéculer autant qu'on veut. Mais on a un autre problème aux US, qui est que justement la NVD, et donc toute la partie attribution de numéros CVE, je raccourcis exprès. En fait, elle est en péril parce que ce sont pour beaucoup des efforts bénévoles. Et donc là, il y avait tout un pataquès sur comment est-ce que, en fait, on pérennise ça. Parce que les bénévoles, c'est bien, mais quand vous avez dans le pipe des dizaines de milliers de vulnérabilités à évaluer, à donner des CVE et donc à publier, et vous n'arrivez pas à le faire parce qu'il y a un goulet d'étranglement, parce que il n'y a pas les bras pour ça, il n'y a pas les cerveaux suffisamment pour ça. En fait, on a un autre problème qui est structurel d'une manière différente, et donc qui contribue au final à des effets négatifs, néfastes, toxiques, radioactifs, ce qu'on veut, mais d'une façon différente. Et donc c'est là où on revient sur la question de la responsabilité, c'est que de la même manière qu'on a des DLC sur la bouffe dans le supermarché et qu'on met sa ceinture dans la voiture, on doit avoir en fait des manières réglementaires ou autres qui disent qu'en fait on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec les outils numériques. Et c'est compliqué, j'ai pas le budget, ce ne sont pas des excuses recevables. C'est juste, pourtant on les entend tous les jours. Et juste pour compléter tes propos, juste un chiffre, 2023, c'était 29 000 vulnérabilités dans la base NVD. C'est énorme. Donc aujourd'hui, ils ont en effet, l'équipe NVD a un gros problème d'effectifs pour traiter le pipe, ce qui arrive. Il y avait même un sujet qui voulait initialement prendre en compte la préanalyse des constructeurs qui étaient déclaraient en fait leur vulnérabilité. Alors, généralement, par défaut, leur score de vulnérabilité est un peu moindre que ce qu'elle est réellement. Donc, pour montrer la difficulté aujourd'hui du NVD, c'est dire peut-être on va quand même prendre en compte le score initial de l'éditeur pour pouvoir en fait le publier et que ça soit mis dans la base. Mais c'est aussi une autre problématique qui soulève sur le sujet en fait.
Alors avant de passer à la prochaine question, pour le public qui nous a rejoint en cours de chemin, on a repris donc 3 éléments réflexions qui ont été dites dans cette première partie d'émission et on va les rappeler pour ceux qui nous rejoignent. Il y a des initiatives pour créer un cadre de régulation de la prolifération des cyberarmes, mais les États sont souvent réticents, voire carrément hostiles. Deuxièmement, ne rêvons pas, on ne pourra jamais interdire le développement de ces cyberarmes. En revanche, on doit pouvoir avoir un débat démocratique sur l'usage de ces technologies. Et troisième point, la gravité de la diffusion d'un outil malveillant dépend de son niveau de sophistication. Par exemple, WannaCry est plus critique car moins facilement développable. Alors, on continue cet échange. Je voudrais revenir sur un événement qui s'est passé donc en 2023 et en 2024. Donc, ce sont des pirates informatiques russes, potentiellement liés au service de renseignement. Ça, ce n'est pas une information qu'on a, qui avaient donc émis une cyberattaque contre des sites de gouvernement mongols, donc, et qui a justement ciblé toutes les personnes qui utilisaient smartphones pour aller sur ces sites-là, et plus particulièrement des personnes, des visiteurs, des agents gouvernementaux. Donc, les chercheurs de Google se sont penchés sur cette histoire et se sont rendus compte que les exploits utilisés étaient identiques ou remarquablement identiques à ceux précédemment utilisés par des entreprises de surveillance commerciale telles que NSO, Group et Intellexa. Donc effectivement, on en a un peu parlé, mais moi j'aimerais bien avoir votre avis sur cette histoire en particulier. Je dirais juste une chose, c'est absolument pas surprenant. J'ai envie de dire, ça fait 15-20 ans que des gens alertent là-dessus. Alors, il n'y avait peut-être pas une affaire aussi claire, avec des acteurs aussi identifiés, avec un drapeau aussi genre méchant, on va dire, désigné comme tel en tout cas. Mais enfin, je sais pas. Ouais, je peux peut-être. J'ai pas les détails de l'affaire, mais en tout cas, voilà. Donc on a un risque de porosité entre les acteurs privés qui sont en train de créer ces outils et les groupes criminels qui parfois, cyberattaquants malveillants, qui parfois travaillent un peu avec les gouvernements de renseignement. Ouais, moi je peux jeter un petit éclairage technique en fait sur cette question qui est littéralement les modalités de cette prolifération dont on parlait il n'y a pas longtemps. Mon travail à moi consiste à récupérer des virus, des vulnérabilités qui sont utilisées par des groupes d'attaquants, comprendre comment ils marchent. Et puis ensuite faire des rapports dessus, les faire corriger éventuellement, faire des signatures pour qu'ils puissent plus être utilisables. Mais moi-même, quand je fais ce travail-là, finalement, je réutilise, je modifie ces outils-là. Je les modifie pour les besoins de mon analyse. Par exemple, quand j'ai un virus qui parle avec un serveur qui est pas sur Internet, je le change pour qu'il parle avec un serveur que je contrôle parce que ça m'aide à regarder un peu quelles sont les communications qui sont échangées, c'est plus facile pour moi. Ce travail que moi je fais, modeste chercheur en cybersécurité dans une société française, un État avec des capacités largement supérieures va évidemment le faire aussi. Et cette fois, pas pour les besoins de la correction ou même juste de l'amour du renseignement technique, mais simplement parce qu'eux-mêmes, ils pourront réutiliser ces outils, les comprendre, les adapter, et puis, s'il y a des vulnérabilités en particulier, les réutiliser dans leurs propres opérations. Voire même s'il y a des outils, ils peuvent les réutiliser tels quels dans leurs opérations, de manière à faire ces attaques sous faux pavillon dont tu parlais tout à l'heure. Tout à fait. Donc, c'est pas surprenant parce que on sait que techniquement, cette capacité, elle existe à l'échelle de l'individu un peu partout dans le monde. Donc, que les États aient industrialisé cette pratique, voire même certainement qu'il y ait des divisions dédiées à ce genre de projet, personne n'est surpris et c'est même parfaitement naturel. Ça fait penser un peu à David et Goliath, mais heureusement qu'on a des David quand même pour essayer de remonter ces vulnérabilités, les exploitations de tout cela. Juste pour finir là-dessus, il y a un truc qui est sorti aujourd'hui, j'ai juste vu le résumé, donc ça a confirmé, mais cette histoire, en fait, elle a été juridiquement dépaysée aux US, avec une demande de 1,4 million ou quelque chose. En fait, il y avait mais c'est le dépaysement juridique aux US qui est intéressant parce que si la justice américaine se prononce sur le sujet, je ne sais pas comment. Faut vérifier. Il faut vérifier en fait. Faut vérifier le papier. Je l'ai juste vu passer là en arrivant et j'ai pas eu le temps de le lire. Mais il y a eu tout un pataquès en fait sur est-ce que la justice américaine visiblement a des moyens de s'accrocher, enfin il y a des aspérités qui lui permettent d'agir là-dessus. Donc la question c'est qu'est-ce qui va se passer en fait avec cette histoire dans un tribunal, en l'occurrence américain. Et donc quelles seront les répercussions de ça. Donc, sur l'affaire dont on parle là. Mais ils poursuivent qui d'abord? Ils poursuivent faut lire. Non mais c'est ce que je dis. J'ai juste lu l'article, le titre et le chapeau. Donc à aller vérifier. Là j'ai essayé de le retrouver mais j'ai pas de réseau. Donc à aller vérifier. Mais c'est un sujet qui risque d'être plus intéressant encore et à avoir des
des répercussions un peu plus, on va dire, un peu au-delà de l'aspect purement technique. Donc, on verra bien, ça créera un précédent d'une manière ou d'une autre. Alors, sachant que sur les informations sur les outils développés par NSO, il y avait une procédure dans l'affaire, il y a deux grosses affaires, Apple contre NSO, WhatsApp contre NSO, donc Apple a demandé à faire classer l'affaire, et il y avait quand même une procédure de divulgation d'informations. Et donc NSO était censé transmettre au juge des informations sur le code de Pegasus. Bon, entre-temps, a priori, le ministère de la Justice israélien est intervenu pour aller récupérer tout ce qu'il fallait dans les locaux de NSO, donc c'est une info du Guardian du mois de juillet. Voilà, là on est sur la question qui se pose derrière, c'est comment vont être réutilisées ces informations. Enfin, on tombe sur les débats classiques de la justice américaine qui ensuite derrière utilise des informations à des fins, je sais pas, d'avantages économiques. Enfin là, on part sur un autre sujet. Donc on peut aussi poser des questions dans ce cas-là. C'est clair. Alors Valentin, je vais prendre juste parce qu'il rebondissait sur ce que tu disais donc tout à l'heure, d'où la solution qui est une approche mixte, c'est gestion des vulnes plus gestion des alertes, certes, pour contextualiser l'impact sur les assets clients, et tout est là, pouvoir contextualiser l'impact des CVE sur son patrimoine, SI, d'où il faut connaître ces assets critiques et de mettre en place un plan de traitement des risques. Moi, je dirais la solution, en fait, elle est simple. C'est-à-dire, si nous, on trouve un truc, si on trouve un des jouets de je ne sais pas quel gouvernement du monde, il faut le casser, point. Parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'il va être réutilisé plus tard, sur qui, pourquoi. S'il y a une vulnérabilité, on la fait patcher. Et si on commence à se poser des questions sur est-ce que potentiellement, ce n'était pas une opération qui était légitime, est-ce que potentiellement, on n'est pas en train de faire obstacle à une volonté régaliste quelque part, ces questions nous dépassent parce qu'on ne sait pas comment ça sera utilisé plus tard, et par l'acteur d'origine, et par les autres qui observent la même chose que nous. Et d'un point de vue opérationnel, oui, on sait. Oui, ça c'est la théorie et on tend tous et toutes vers ça, mais il y a plein d'autres sujets qui rentrent en ligne de compte, qui sont que tout le monde ne peut pas avoir des services, ou en tout cas une fourniture de threat intel de qualité en temps réel et tout ce qu'on veut, n'a pas nécessairement les gens, encore une fois, pour absorber, pour consommer cette information-là. Côté vuln, vous connaissez combien de boîtes qui se sont posées les vraies questions, qui ont analysé, voire audité leur propre système de organisation, approche de gestion de vulnérabilité. Et je le vois parce que ça fait partie des trucs que je fais. Et c'est vraiment très, très compliqué. Et là-dessus, on n'a même pas parlé de l'appétence au risque. Que ce soit les métiers, les boîtes, les gens, elle est extrêmement divergente parfois, diverse, voire divergente. Et donc, une fois en fait qu'on a dit ça, c'est très bien, on sait que c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse, mais en fait, comment qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et c'est un secteur quand même, je pense à Dora, TLPT en fait, alors je sais, ça fait sourire, mais pour certains secteurs, il y a une obligation d'intégrer en effet la notion de street intel sur l'évaluation de la menace, et notamment tout ce parcours en disant ok, je suis du secteur bancaire, qu'est-ce qui peut me cibler en tant qu'attaquant ? Quel est le mode opératoire de cet attaquant ? C'est là notamment intervient la Street Intel. Et derrière, en effet, il y a une équipe de Red Teamers qui vont jouer les scénarios qui auraient été proposés par la Street Intel pour être au plus proche de la réalité. Ça, c'est bien parce qu'on est dans un secteur bancaire et qu'il y a les moyens de le faire d'une certaine manière. Mais il y a d'autres entreprises. Et moi, je pense aussi surtout aux entreprises tierces qui sont là qui contribuent, en effet, comme on évoquait tout à l'heure, au développement d'une bribe d'une techno qui, eux, n'ont pas les moyens ou n'ont pas peut-être l'appétence de cette notion de vulnérabilité, de cette notion de protection, de surface d'attaque, et qui sont généralement aussi la première cible des attaquants, en fait, concrètement. Ils disent, OK, je ne peux pas rentrer par la grande porte parce que l'entreprise que je cible, elle est carrée au niveau cyber, elle a mis tous les moyens, elle a mis un SOC, elle a mis voilà. Mais en effet, le prestataire qui est à côté, qui a que 20 employés et qu'il a sa petite box et qui gère tout depuis sa petite box avec son petit serveur FTP qui est pas très bien sécurisé. Bon, bref, je schématise, je grossis le trait, mais il n'en demeure pas moins que ça reste aussi des cibles prioritaires pour les attaquants. Et ça, malheureusement, ça reste
les premières cibles, et un peu, parce que eux, ils sont tout aussi, je veux dire, l'impact est dramatique quand un prestataire a subi une cyberattaque. Alors, quand c'est médiatisé, c'est encore un peu plus compliqué, parce que, voilà, mais derrière, c'est souvent un prestataire qui va fermer aussi, il va mettre clé sur la porte avec des employés, tout ça. Il y a quand même une autre sphère, un autre scope à prendre en considération, quoi. Et puis, juste pour compléter sur Dora, c'est bien que tu en parles, parce que Dora, c'est le volet cyber de la résilience des entités du secteur financier. Mais en fait, Dora, elle vient de 2008, de la crise de 2008. Et donc, il a fallu faire, pour reprendre ton expression, une clé de bras à certaines entités pour atterrir sur un texte comme ça, qui en plus vient compléter une pile de réglementation et d'exigences, parce que le financier est un secteur extrêmement réglementé. Ceux qui maintenant découvrent en fait que la cyber, ça existe, c'est les plateformes de crowdfunding, les gens comme ça, parce qu'en fait, ils font partie du périmètre Dora. Et donc, c'est assez drôle d'avoir la Société Générale ou la BNP Paribas d'un côté, et à côté, tu as KissKissBankBank. Et en fait, en termes de cyber, ils doivent s'aligner donc sur des exigences similaires. Mais voilà, il a fallu tordre le bras des gens et leur dire non, là on arrête les conneries. Pour attacher un petit peu à la question que j'avais posée tout à l'heure, est-ce qu'il existe des instances multilatérales chargées d'accueillir ce débat, notamment sur la prolifération ? Si on entend par instance multilatérale une organisation internationale qui a une personnalité juridique propre ou un organe d'une organisation internationale, la réponse est non. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'ONU qui soutient le moratoire. Le moratoire, il a été demandé par des rapporteurs spéciaux, mais en tout cas, ce n'est pas l'organisation en elle-même qui s'est prononcée sur le sujet. Donc voilà, je corrige juste. L'ONU ne soutient pas le moratoire. Après, on a des mécanismes internationaux qui vont s'intéresser à des dimensions de la prolifération. L'arrangement de Wassenaar sur la partie contrôle aux exportations. T'évoquais, je crois, au début, l'OEWG, donc qui est le processus de négociation établi par l'Assemblée générale des Nations unies sur les technologies de l'information et de la communication dans le contexte de la sécurité internationale. Où là, en fait, on a vu en 2023 et 2024 la question de la prolifération commencer à être poussée avec du langage qui a été intégré dans les rapports de progrès annuels en 2023 et surtout en 2024. Alors, je le connais pas par cœur, hein, mais je pourrais vous le passer et je suis sûre que vous allez rire en lisant. Bon, après, c'est du langage diplomatique. Mais ce qui était intéressant, là, au mois de juillet, quand il y a eu la négociation du rapport, c'est de voir d'abord que le terme prolifération a fait vraiment tiquer certains États. Notamment, je me souviens du Brésil, qui était là, c'est pas de la prolifération. Peut-être c'est un autre débat pour savoir si on peut utiliser des termes qui viennent du nucléaire, enfin des armes de destruction massive pour le cyber. Et puis ensuite, on avait aussi Israël qui était contre ce paragraphe, qui d'ailleurs a repris la parole et a publié une déclaration en disant attention, il y a des usages légitimes, lutte contre le terrorisme, application de la loi, etc. Mais c'est pas là que ça va être discuté. D'abord parce que pas grand-chose qui sortira de ce processus de négociation pour plein de raisons. Et puis par contre, c'est important d'en parler dans ce cadre-là, dans le cadre onusien, parce que ça permet de sensibiliser et de convaincre. En réalité, ce qu'on voit, et ça revient à la discussion qu'on avait au début, c'est une logique de club. Une logique de club avec le sommet pour la démocratie et la déclaration conjointe lancée par les États-Unis, pas le mal, initiative franco-britannique. Mais c'est des processus ad hoc qui ne sont pas institutionnalisés. On ne sait pas trop comment ça va continuer à fonctionner, etc., sur la durée, ce qui va se passer. Je crois que là, sur la déclaration conjointe, la première réunion des signataires, donc la déclaration conjointe, elle date de mars 2023, première réunion des signataires était en marge de la semaine de haut niveau de la 79e session de l'Assemblée générale, donc septembre 2024, fin septembre 2024. Ça y est, écoulé 1 an et demi. Donc, il n'y a pas vraiment d'instances qui en discutent. Je ne suis pas sûre d'ailleurs que mettre ça dans les instances internationales, vu la crise que traverse le multilatéralisme, soit une bonne idée. Mais par contre, on peut avoir différentes enceintes, différents acteurs qui vont s'intéresser à des dimensions du sujet. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que les rapporteurs spéciaux des Nations Unies font un travail absolument incroyable sur le sujet.
Et si on pousse plus loin, il faut que ça reste à l'ONU. Enfin, je veux dire, ce que j'entends, c'est qu'il faut qu'on continue à avoir ces discussions à l'ONU pour justement dépasser l'aspect. Moi et mes potes, en fait, nous, on a décidé ça, donc l'aspect club qu'on a vu par ailleurs sous Trump dans des démarches bilatérales, pas nécessairement en cyber, mais sur d'autres sujets, où en fait, justement, on sort et on fait du parallèle à l'ONU. Parce qu'on ne veut pas discuter avec la Chine, avec je ne sais qui, etc. Et donc, on a aussi ces enjeux-là, d'un point de vue diplomatique, qui sont de dire, en fait, si on parle de sujets globaux, donc à une échelle internationale, il faut qu'elle le soit pour de vrai. Pas juste moi et mes potes, on a décidé de faire un truc dans notre coin et puis tant pis. Oui, mais sauf que le problème de l'ONU, c'est la place des acteurs privés. Non, mais ça, je suis d'accord. Donc en fait, on ne peut pas avoir cette discussion sans les entreprises, sans les chercheurs en cybersécurité. Enfin, c'est pas moi, juriste ou un diplomate qui n'a jamais mis les mains dans le cambouis, pour ainsi dire, qui va pouvoir apporter un certain nombre d'éléments ou aller vraiment dans le dur du sujet et apporter des éléments utiles. Le risque, c'est à la fin d'avoir un texte, et on l'a vu en 2013 avec Wassenaar, qui n'a ni queue ni tête, parce que ça a été écrit par des gens qui, juste à mon avis, avaient quand même un petit manque de connaissances. C'est ça, mais le sujet, il est là, c'est que, et on l'a vu avec OWG, le Open Ended Working Group, c'est que pour faire arriver des gens non étatiques, je ne sais pas si tu te souviens des lettres qui ont été écrites et machin, et pour se retrouver en fait avec une réponse qui était « Ah, mais vous voulez participer? Mais il n'y a pas de souci, vous payez le billet d'avion pour New York, parce que c'est là que se passent les choses, vous payez l'hôtel le temps que durent les sessions, et puis bienvenue !» Et donc on a aussi, et donc là-dessus je te rejoins, il faut arrêter de faire n'importe quoi et donc d'exclure l'écosystème au sens très large, mais il faut aussi faire très attention à ce que dès qu'il s'agit d'interaction entre États, que ça ne se morcelle pas plus et que donc on évite de généraliser la logique de club, parce que déjà que sauf les gens... Le multilatéralisme ne marche pas, au niveau universel en tout cas. C'est ce que tu disais tout à l'heure. De toute façon, le consensus. Donc oui, idéalement, évidemment, mais et pour les acteurs non étatiques, c'est même pas une question de moyens pour y aller. C'est juste que les accréditations sont refusées par la Chine et la Russie. Donc on n'est même pas sur j'ai pas de moyens pour y aller. Mais tu avais aussi les gens qui n'avaient pas les moyens. Tu avais le refus des accréditations. Tu avais le refus d'avoir des traducteurs dédiés. Donc, ce qui est dit, on s'en fout, en fait, c'est de l'informel. Ça ne fait pas partie des comptes rendus et des machins. Et donc, tu avais plein de choses, en fait, qui étaient là, qui sont structurelles et procédurales, qui font que, en fait, sur papier, tu es bienvenu. En réalité, on ne veut pas de ta face. Juste, viens pas, quoi. Donc... Après, je pense qu'on a besoin de beaucoup d'alcool pour discuter multilatéralisme. Alors, il y a le champagne après. Du coup, j'aimerais poser la question de la responsabilité éthique des chercheurs en CTI. Alors, admettons, je suis chercheuse en CTI, je cherche, et puis je découvre des manœuvres qui me semblent illégales et qui sont rattachées à des acteurs étatiques. Quel est mon rôle éthique, ou ma responsabilité éthique dans ce cadre-là ? Déjà, tu as dit un mot compliqué qui était illégal. Parce que déjà, moi, je ne suis pas juriste. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est légal, c'est Aude qui va nous dire si c'est illégal ou pas. Jugement. Non. Mais déjà, en soi, c'est un problème. Moi, je ne suis pas apte à juger qu'est-ce qui est légal ou qu'est-ce qui n'est pas. Deuxième problème, c'est qu'est-ce qui est légal dans quelle juridiction. Parce que moi, potentiellement, quand je travaille sur des données qui ne sont pas françaises. Ça peut être issu de la télémétrie de nos produits, mais ça peut être aussi des données qu'on a réussi à obtenir sur Internet par diverses traces qu'on consulte et qu'on récupère automatiquement. Et donc, quand bien même je serais apte à juger de ce qui est légal ou pas au regard du droit français, ce qu'il est par rapport à, je sais pas, peut-être la minorité ethnique dans un pays lointain que je suis en train de considérer, alors là, potentiellement, tout ce que je suis en train de regarder, c'est parfaitement légal. Mais je suis, pas capable de le dire, et puis, deux, je le serai jamais, et puis en plus, c'est peut-être même pas le problème. Parce que la question de la légalité, à notre niveau, je ne sais pas comment le dire autrement que, pour nous, le problème ne se pose pas là. C'est-à-dire qu'on est face à des données techniques qui ne sont absolument pas contextualisées. Je vois une attaque informatique qui vise un individu, peut-être même que s'il y a de la chance, je saurais que c'est un journaliste,
mais je ne le connais pas, ce journaliste. Je ne sais pas si potentiellement c'est peut-être vraiment un espion étranger qui est sous couverture journalistique. Moi, de l'extérieur, je ne le saurais jamais. Et donc, à partir du moment où je commence à m'immiscer dans le processus et à dire des fois oui, des fois non, et je vais être soit l'arbitre des élégances du monde cyber en disant que cette opération, elle me paraît légitime et du coup je l'autorise, et cette opération, elle ne me paraît pas légitime et auquel cas là, je vais intervenir, c'est une position qui est intenable, qui est littéralement intenable pour moi, parce que je n'ai pas l'information, je n'ai pas la compétence et je n'ai pas le contexte. Donc, je ne peux pas m'aventurer sur ce terrain-là. C'est absolument impossible. Donc, il nous reste que des solutions compliquées, à savoir soit choisir une zone sur laquelle on va focaliser nos recherches. Auquel cas, par exemple, si jamais demain je décide que je travaillerai peu que sur des acteurs qui sont, je ne sais pas, iraniens, russes, chinois, potentiellement, la question de la légalité, je n'ai pas besoin de me la poser parce que si jamais je ne vais jamais dans ces pays-là, quelque part, je ne serai jamais inquiété pour ce que je vais faire. Et donc, c'est une solution. Enfin, t'es en France. Et T'es quand même en France. Quand si tu travailles en France, il y a quand même un cadre juridique. Si je travaille sur des acteurs qui sont étrangers, potentiellement sur des cibles étrangères, là, je ne sais pas dans quelle mesure ça concerne le droit français. En tout cas, jusqu'à présent, ils m'ont pas posé de questions. Voilà. Aude, elle est pas ça va pas du tout. Mais sinon, on est un peu obligé de s'en tenir à une espèce de politique générale qui est, si jamais on voit une cyberattaque, on décide qu'on va toujours la bloquer ou alors toujours faire patcher les vulnérabilités sans se soucier d'où elle provient. Parce que si jamais on dit de manière générale qu'on va toujours protéger à la fois le grand public et à la fois plus prosaïquement nos clients, là, on n'est plus en train de se mettre en porte-à-faux par rapport à l'acteur de gauche, l'acteur de droite, qui va estimer qu'on est en train de favoriser un camp ou l'autre. Voilà, on ne veut pas rentrer dans cette logique de bloc. Quelqu'un, on dit si on bloque toutes les attaques, forcément, de temps à autre, il y a un camp qui se va déplaire, il y a un acteur qui sera certainement fâché de notre action. Mais pour autant, si jamais ça s'inscrit dans une démarche qui ne sera pas ni militante, ni engagée politiquement, au moins, je pense qu'on pourra bénéficier de notre neutralité de chercheur et qui permettra de nous protéger à peu près contre les rétorsions. Il a cité une autre que je voulais citer. En effet, la neutralité, c'est extrêmement important. Je pense que c'est vraiment le synonyme qu'on peut associer à l'éthique des chercheurs de CTI, en fait, sur le sujet, en effet, la neutralité. Alors du coup, j'ai une question pour vous deux, qui est que moi, en tant que citoyenne, personne qui va lire vos travaux pour derrière faire mon travail, j'ai quand même un souci, c'est que je trouve quasiment rien sur ce que fait la France, ce que fait, je sais pas, l'Allemagne, un peu le Royaume-Uni, un peu les US, mais enfin, bon, c'est quand même rare. Donc, j'entends ce que vous dites, mais par contre, je suis inondée de rapports sur les acteurs iraniens, chinois, russes, nord-coréens. Donc, du coup, derrière, en termes d'information du public, on la met où, la barre ? Parce que peut-être que ces rapports-là ne sont pas publics, vous ne les rendez pas publics. Mais du coup, est-ce que vis-à-vis du citoyen et compte tenu de votre rôle d'information aussi, parce qu'en fait, c'est peut-être pas votre rôle premier d'informer le citoyen, mais le fait est que vous avez aussi ce rôle-là de sensibilisation. Il y a un peu un manque, quoi. Tu touches un point sensible et je vais répondre en plein de causes différentes. La première, c'est quand bien même on trouverait des activités rattachées à la France, aux États-Unis, à l'Allemagne, c'est pas certain qu'on saurait qu'il s'agit d'eux. Parce que l'attribution, elle est complexe et les acteurs que tu cites sont spécifiquement ceux qu'on suspecte être les plus avancés. Okay. Et donc, ils vont être plus difficiles à trouver que les autres. 2, quand on va les trouver, ils auront mieux couvert leurs traces et il sera plus difficile d'attribuer les attaques à ces acteurs-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, et ça, c'est une réalité qui est que on est dans un écosystème où, et là, encore une fois, je donne des généralités. Je ne suis pas en train de parler d'une boîte en particulier ou d'une autre, mais il y a des pays dans lesquels les chercheurs en cybersécurité, ils sont habilités. Ils ont une habilitation parce qu'ils ont des contrats gouvernementaux qui travaillent sur certains projets en parallèle. Et par conséquent, si jamais ils ont le malheur de jeter un œil à un outil qui appartient à ce même gouvernement, ils perdent leur accréditation. Et là, ils sont morts tout de suite. Et donc, c'est la politique d'un certain nombre d'entreprises de regarder seulement dans une certaine direction. Et il y en a même certaines d'entre elles qui avouent littéralement que si jamais ils trouvent un malware dit allié, ils choisiront de ne pas travailler dessus. Alors, c'est pas le choix de tout le monde. Il y a des boîtes qui le disent. À titre personnel, et d'ailleurs c'est je pense la position d'Arfang Lab qui serait que si jamais on trouve quelque chose, on va le travailler dessus de toute manière et d'où que ça provienne. Mais c'est des politiques qui se décident à l'échelle de chaque entreprise
et qui feront d'ailleurs pas consensus. Je pense que tu te souviens que chez Google, il y avait eu des recherches sur un acteur qu'ils n'ont pas voulu nommer. Ils ont au final décidé de publier sur cette opération. En interne, apparemment, ça a fait un certain nombre de remous. Moi, je pense qu'ils ont eu raison de le faire. Je pense qu'il fallait que, on parlait de neutralité, que à la fin, il n'y avait pas le choix. Qu'on ne peut pas s'asseoir sur des menaces qui visent directement nos clients. On ne peut pas le justifier après. Mais il y a des sociétés qui, pour la paix des ménages, ont décidé de faire un choix différent. Et quelque part, je ne peux pas non plus leur jeter la pierre pour une raison simple, qui est que la structure de notre écosystème, elle n'est pas compliquée. On a des États qui sont puissants, on a des sociétés qui sont un peu moins puissantes, et on a des chercheurs qui sont payés par les sociétés qui elles-mêmes ont des liens avec les États. Pas des liens inavouables, c'est vraiment juste des liens on a des contrats ensemble. Et nous-mêmes, en tant que chercheurs, on a un peu tiré à boulet rouge sur les États, donc je vais me redresser un petit peu la barre. On a des très bonnes relations avec un certain nombre d'entités gouvernementales, des échanges d'informations, on discute, on s'échange des indicateurs et on collabore sur un ensemble de dossiers de manière tout à fait vertueuse, et donc il faut quand même le souligner. Mais de manière générale, on a une entité puissante au-dessus de nous qui a un pouvoir existentiel en fait, sur nous en tant qu'entité chercheur. Et la nature même de notre activité de recherche en threat intelligence, elle est qu'on va forcément enquiquiner, on va poser des problèmes à des entités qui ont ce pouvoir de vie ou de mort sur nous, forcément, parce que c'est la nature même de notre métier. Et on est obligé d'avoir des stratégies d'évitement ou alors d'avoir... de prendre des mesures de conservation qui feront qu'on ne va pas se faire écrabouiller parce qu'on aura réveillé l'ours, quelque part. Et c'est à ce titre-là qu'on disait que le multilatéralisme, ça ne marche pas forcément très bien, c'est une chose, mais il y a aussi des sociétés de threat intelligence partout dans le monde. Il y en a en Europe, mais il y en a aux États-Unis, il y en a en Russie, il y en a en Chine. Et si jamais dans le monde occidental, il y a des réticences à travailler sur les acteurs locaux, j'aimerais qu'on puisse faire confiance aux acteurs de ces autres blocs pour eux-mêmes, faire ce travail-là que nous, on n'a soit pas l'opportunité, soit la capacité de faire, et auquel cas, eux, ils pourront fournir cette information qui donnera une vision d'ensemble de tout ce qui se passe dans l'écosystème. Voilà, pour résumer, 1, c'est pas facile, 2, et 3, on est dans une position qui est ambiguë et qui est délicate par nature. Moi, j'attends les rapports chinois sur l'activité américaine. Franchement, je serais la première à me jeter sur du DeepL pour lire ça en mandat. Mais on aura aussi, parce que eux, ils seront peut-être en neutralité, et donc on pourra mettre les pièces du puzzle ensemble. Quel est notre regard, en fait ? Quel regard, nous, on portera sur les partis pris et autres ? Alors, ça, c'est un autre sujet. La bonne nouvelle, c'est que c'est une matière qui est essentiellement technique. Et donc, si jamais il y a des publications de rapports qui visent des malwares supposément européens, américains, etc., on peut consulter ces rapports, on peut aller reproduire ces recherches, regarder les virus correspondants, refaire une analyse et confirmer que les trouvailles sont effectivement légitimes. Et il y a eu des débats sur des rapports publiés par des entreprises chinoises. C'est une bonne chose. Alors, une dernière question avant de mettre fin à l'émission. Malheureusement, on arrive à la fin, même s'il y aurait encore des choses à dire. Je vois que vous avez pas mal de choses à vous dire. Alors, tu as parlé justement d'attribution, donc j'aimerais rebondir sur ça. Le fait d'attribuer une attaque à tel ou tel acteur, est-ce que c'est un acte politique ? Et puis, est-ce que ça devrait être du fait des acteurs privés ou politiques ? Je pense que déjà, d'un point de vue purement CTI, lorsqu'on attribue, ce comme évoquait Ivan, c'est qu'on se base sur des faits techniques quand même. Donc généralement on a des corrélations, on a des confrontations par rapport à des bases de connaissances, des bases d'indicateurs, des modes opératoires qui font qu'on peut lier un groupe qui, par antériorité ou par activité, on sait qu'il peut être potentiellement rattaché à tel pays ou à telle entité. Mais au-delà, je veux dire que si une société de sécurité indique, le rapport que j'ai rédigé concerne un groupe type APT28, on sait qui c'est APT28. Donc c'est pas politique de faire ça parce que, comme l'a évoqué encore Ivan, c'est que on se base sur des faits techniques. Et ça, c'est extrêmement important. Mais ton exemple... t'es pas d'accord. Absolument. Mais l'exemple, en fait, c'est pas bon, mais il est intéressant parce qu'il est plus politique parce qu'on a fait l'effort de donner des pseudonymes. Certes. Et après, tu as aussi la situation géopolitique qui peut aussi ancrer sur le sujet. Mais vas-y. Et en fait, surtout, quand j'ai vu la question, quand on a préparé l'émission, je me suis dit, jamais il y avait un souci avec la notion d'acte politique. Donc, j'ai fait, en tant
bonne juriste, j'ai ouvert des dictionnaires. La recherche. Bah oui, non mais... t'as raison. Et un acte politique, finalement, c'est un acte, selon les dictionnaires, qui est relatif à l'organisation des pouvoirs publics ou un acte relatif à l'ensemble des affaires publiques. Donc, d'une certaine façon, même quand il y a une attribution technique, avec des éléments techniques comme vous pouvez faire, mais que ça concerne un acteur étatique, donc ça concerne sa politique étrangère. Exactement. Donc, l'objet, finalement, est politique. Et ça, c'est une question qui est différente, à mon avis, de la visée, de l'objectif poursuivi lorsque vous procédez je dis vous parce que c'est pas moi qui le fais, à ce travail d'identification d'une forme d'attribution, parce que là aussi le terme d'attribution. Et là, c'est quoi? C'est informer, défendre, et donc auquel cas on peut considérer éventuellement que ça n'est pas politique au sens du terme politique, mais si derrière l'objectif est de dénoncer un comportement, et on a des entreprises qui le font et qui assument très clairement cette stratégie de je suis là aussi pour dénoncer les comportements d'acteurs étatiques que je considère comme faisant des choses inacceptables. Là, l'attribution, elle devient politique. Mais finalement, l'objet même de ce travail d'attribution, je pense qu'il est fondamentalement politique, et je ne pense pas que ce soit problématique de dire que c'est politique, parce qu'en fait, les entreprises qui font de la cybersécurité, de la CTI, sont des acteurs politiques, puisque nous, en tant que citoyens, on compte sur vous pour... Ce n'est pas l'État qui va nous protéger dans ce domaine-là, c'est vous. Donc en fait, l'entreprise, l'acteur privé, a un rôle politique. Donc ce qu'il fait est politique. C'est là où je trouve qu'il y a quand même y a un non-dit qui est énorme en fait, sur la dimension politique de l'action. Il faut bien réaliser qu'on n'a pas très envie de se mêler de ce jeu-là. Ça, je l'entends. Il y a des raisons, je pense, qui sont claires et qu'on a un petit peu évoquées, qui sont évidentes. On n'a pas les épaules pour endosser un incident diplomatique, par exemple, ou même une dénonciation. Il y a des acteurs qui se le permettent. J'imagine qu'ils ont consulté leur juriste avant et qu'ils ont fait le calcul risque-gain. C'est tant mieux pour eux. Mais de manière générale, pour nous, c'est une situation qui est compliquée de commencer à pointer du doigt un pays en tant qu'individu, en tant qu'entreprise. C'est pas facile. Voilà, pas Google facile. le fait. Je ne suis pas Google. Je pense qu'ils ont des raisons de le faire et ils ont certainement la capacité, la résilience qui leur permet de le faire. Voilà. En attendant, ce que je peux dire là-dessus, c'est que cette information d'attribution, elle n'est pas toujours pertinente. À savoir, quand on découvre une vulnérabilité, une chaîne d'attaque, quelque chose comme ça, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est de dire « Ah, mais en fait, c'était les Américains, c'était les Russes ou les Chinois » ou est-ce que c'est de dire « Maintenant, la capacité, elle ne marche plus parce qu'on a corrigé les choses ». Nous, on préfère se concentrer sur cet aspect parce qu'on sait que sur celui-là, on n'a pas un risque énorme. Après, on estime, et peut-être à tort, qu'à partir du moment où on va commencer à se mêler de processus qui, à mon avis, sont eux-mêmes régaliens de dénonciation ou même de négociation à huis clos, quelque part, on sort de notre rôle. Parce que il peut y avoir des discussions préexistantes auxquelles nous, on ne participe pas. Il peut y avoir un contexte auquel on n'est pas familier et finalement, on sait qu'on ne va pas être invité le jour où l'ambassadeur va être convoqué. Et on ne veut pas l'être. On n'a pas notre place là. Et donc, finalement, rester à un niveau où on travaille sur l'attaque, on fait une attribution qu'on va qualifier de technique, peut-être de manière abusive, mais où on va clusteriser l'attaque en fonction d'un certain nombre d'identifiants, encore une fois, techniques qui permettent de la délimiter et de la regrouper avec d'autres. Ça nous suffit. Et puis, quelque part, d'autres entités qui, elles, ont plus de capacité et, au passage, qui ont l'autorité de faire ce processus diplomatique derrière d'attribution, on est très heureux de leur laisser parce que, en fait, eux, ils ont la capacité de l'assumer quand nous, c'est pas le cas. D'où l'indistinction entre l'objet et la visée, en fait. Les caractères performatifs de l'acte, en fait. Et ce débat sur attribution technique, politique, etc., souvent, il ne prend pas en compte cette distinction. Et donc, je pense qu'il faut un peu y aller, tout décomposer, définir les termes. Nous, la visée de travailler sur ces acteurs-là, c'est jamais de faire du name and shame. C'est jamais de les afficher. On n'a pas d'intérêt à ça. C'est d'apporter des solutions aux entités qui pourraient être cibles d'une vulnérabilité ou du moins d'avoir les règles de détection pour pouvoir, ou plutôt que les SOC, voilà, on parle des SOC, mais que les SOC puissent détecter s'il y a une nouvelle attaque. C'est surtout ça le plus important, comme disait Ivan. Mais si tu veux, moi, le mot qui m'a fait tiquer, c'est pas politique, c'est acte. Parce que qui dit acte dit agir. Et qui agit? Enfin, tu vois, et donc, en fait, à chaque fois, quand
Tu vas avoir, je sais pas, le directeur de l'ANSSI britannique qui va dire « Nous avons constaté que machin bidule chouette, en fait, il nous a attaqué, il est très très méchant. » Cet acte-là, il a en fait une portée, voire au-delà du politique, il a une visée carrément diplomatique, parce que c'est une prise de position. Mais c'est pour ça que plutôt que le mot politique, moi ce qui m'interpellait, c'était le mot acte, parce que du coup, justement, chaque agent, en termes d'agentivité, tu vas avoir en fait différents rôles qui ont des responsabilités propres, qui vont agir pour faire des choses qui peuvent en fait être circonscrites dans un domaine technique, dans un domaine judiciaire, parce que tu as aussi, c'est de quoi j'ai besoin dans les situations, et ça c'est pas à toi que je vais l'expliquer, dans les situations typiquement de sanctions, par exemple, tu as besoin d'éléments techniques pour faire une attribution juridique, c'est-à-dire qu'il y a un effet juridique sur les visées. Et tu vas aussi avoir l'acte politique qui est là, en fait, de faire un peu de soft power, entre guillemets, enfin de faire un jeu diplomatique qui est « je sais qui vous êtes, je sais ce que vous faites, et même si c'est pas vous, je choisis en fait d'y aller parce que j'estime que j'ai des comptes à régler avec vous, et ce moyen est aussi bon que d'autres. » Donc voilà, moi c'est plutôt le mot acte qui m'a fait tiquer. Ouais. Pourtant, il ne faut pas se voiler la face, on agit nous-mêmes. Bien sûr, bien sûr. Quand on détruit une capacité qui a coûté peut-être des millions d'euros ou de dollars à développer, c'est un acte. Oui. Quand on bloque une attaque, on est littéralement en train de s'opposer à une volonté régalienne, quelque part. Quelque part, ouais. Là, par rapport à ça, ça a des conséquences et je pense qu'un jour, ça se passera mal. Ouais. Non, mais je pense que il y a des chances que ça se soit déjà passé mal. Et que c'est pour ça aussi que pendant des années, la France, par exemple, ne faisait pas d'attribution publique. Et donc, pour moi, il y a aussi la partie à distinguer qui est ce que font les gens, avec dans leur rôle, responsabilité, etc. Mais aussi comment on parle de ça. Et donc, la partie communication, c'est encore un autre volet. Très souvent, en fait, il y a des gens qui parlent et il y a les gens qui font « mais non, c'est pas ce qu'on a dit ». Voilà, donc, mais le mot « acte », c'est pour moi important pour distinguer. Mais de toute façon, à partir du moment où on a un responsable politique, quel que soit son rôle, administrateur d'une institution gouvernementale, n'importe, qui prend la parole publiquement pour nommer les coupables plutôt que les chercher, là, on a en fait un acte politique en soi. Mais c'est plutôt la parole qu'il est que nécessairement le travail qui a été technique derrière, même si je suis d'accord avec toi que, évidemment, que ça a un impact dans la définition que tu cites, évidemment que ça a un rôle extrêmement fort qu'on ne voit pas souvent, voire jamais. Alors, on arrive à la fin de cette émission. En tout cas, merci beaucoup. C'était passionnant. C'était vraiment passionnant d'avoir tous vos avis. Vous avez vraiment des divergences parfois sur certains points et puis sur d'autres, vous convergez. Donc, c'était vraiment passionnant d'avoir vos retours. Merci aux personnes qui étaient en train de nous suivre à distance. Cette émission a été en partenariat avec Arfanglab, qui d'ailleurs vous met à disposition un livre blanc pour aller un peu plus loin sur ce sujet. Je vous dis bonne soirée. Encore merci aux intervenants qui se sont prêtés au jeu des questions et réponses. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour notre prochaine émission. Merci.